Ok, tu me diras. Je ne sais pas le quelième séminaire, mais c'est le dernier de cette session. D'accord. On accueille Grégoire Horst de Paris Cité. Explique un peu la relation entre Paris Cité et ton labo. Tu veux que je l'explique? Oui, pourquoi pas. D'accord. Donc, l'université Paris-Cité, c'est la fusion de deux universités parisiennes, l'université Paris-Descartes et l'université Paris Diderot. Donc, le laboratoire que je dirige est affilié à l'université Paris-Cité, puisqu'il était affilié à l'université Paris-Descartes. Et c'est un laboratoire qui a une particularité, c'est un laboratoire qui est piloté et par une université et par un centre, le Centre national de la recherche scientifique. Ce qui veut dire que dans le laboratoire, il y a des enseignants-chercheurs et des chercheurs temps plein. Et il a la particularité d'être à la Sorbonne. Et c'est le premier laboratoire français de psychologie scientifique. Peux-tu augmenter un petit peu le volume de ton micro parce qu'on t'entend? Ah, alors attends, je vais me mettre plus près Oui, très bien. de mon écran peut-être. Est-ce que c'est mieux? Oui, oui. Est-ce que c'est mieux ici? Ouais. Oui, ok. C'est bon, et pour à lointain, je présume aussi. Alors, je fais ma petite, vraiment petite présentation. Un instant, faut que je le trouve. Voilà. Alors, ça me fait plaisir d'accueillir notre conférencier, Grégoire Borst, de l'Université Paris-Cité. Euh, il est professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation à l'Université Paris-Cité. Ses recherches portent sur les fonctions cognitives de haut niveau, telles que la métacognition, la régulation émotionnelle et le contrôle cognitif. Il est c'est pas possible. Il a reçu le prix Daniel Bouveret de l'Académie des sciences morales et politiques pour ses recherches en psychologie cognitive et éducation. On va parler de l'influence de l'IA sur le développement de la cognition. Vous avez tous vu le résumé, donc je vais plutôt, I'm going to instead say the abstract in French. Uh, it's the talk by Grégoire Bost from University of Paris Cité on the influence of artificial intelligence on cognitive development. And the summary is that AI is increasingly present in our lives. While it forces our adult brains to adapt, it raises questions about its potential effects on the developing brains of children and adolescents. The aim of this conference, actually of this talk, is to present the mechanisms of neurocognitive development in children and adolescents and to explore how AI might affect these mechanisms. With that, it gives me pleasure to welcome Grégoire Bost, who accepts questions in English and can answer them in English, but because the vast majority of the people here are francophone, he will be presenting in French. Grégoire. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Donc, tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui est un peu spéculatif, puisque évidemment, on n'a pas beaucoup de données très fiables sur la question de savoir si ça a réellement déjà transformé la cognition et le développement de la cognition chez l'enfant et chez l'adolescent. Donc, l'idée, c'est plutôt de jeter quelques pistes finalement de réflexion, notamment au regard de ce qu'on sait du développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant et de l'adolescent. Donc, le laboratoire que je dirige à la Sorbonne, c'est le laboratoire de psychologie Excuse de développement. Grégoire, c'est toujours très faible ta voix. Peux-tu un peu plus près du micro? D'accord. Et alors, pourquoi c'est... Ça, c'est bien. Comme ça, c'est bien. Est-ce que c'est mieux là? Et c'est vrai qu'il est très très faible, je ne sais pas pourquoi. Là, c'est mieux si je parle comme ça? Et c'est Je vais essayer de mieux, parler. c'est mieux. C'est parfait. Bon, je vais essayer de parler fort. Donc, le laboratoire que je dirige à la Sorbonne, c'est le laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant, qui est un laboratoire, comme je le disais, qui est le premier laboratoire français de psychologie scientifique, qui a été créé il y a 135 ans et qui réunit une soixantaine
d'enseignants-chercheurs, de chercheurs, de chercheuses, de doctorantes, de doctorants, qui essayent de mieux comprendre quels sont les mécanismes de l'apprentissage dans le cerveau de l'enfant et de l'adolescent, avec, en combinant différents types d'approches de neuroimagerie, de génétique, de comportementale, et puis qui mènent de la recherche translationnelle vers le monde de l'éducation, donc qui se pose aussi des questions relatives finalement comment opérer des recherches translationnelles vers le monde de l'éducation pour aider les enfants à mieux progresser dans un certain nombre d'apprentissages scolaires fondamentaux. Et puis, puisque c'est une particularité du système éducatif français, de réduire les inégalités éducatives. Je vous dis tout ça parce que ça va être aussi une partie de ce dont je vais essayer de vous parler aujourd'hui, c'est de partir finalement de ce qu'on a démontré comme étant des mécanismes importants du développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant et de l'adolescent, et au regard de cela, de faire des conjectures peut-être sur qu'est-ce que pourrait changer l'IA dans ce contexte-là. Et puis, je vais essayer d'aborder dans la dernière partie de mon intervention ce qui relève un peu, à mon avis, de la vraie question aujourd'hui de l'IA et notamment des IA génératives, qui est notre rapport à l'information et comment ça peut potentiellement changer notre rapport à l'information et finalement tous les enjeux que ça peut avoir, notamment sur la question de comment, dans ce contexte-là, exprimer une pensée critique. Et vous verrez que ça boucle assez bien avec un certain nombre de problématiques qui sont celles qu'on aura mis en évidence dans les mécanismes clés du développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant et de l'adolescent. Ce que je vais essayer de faire, c'est de m'arrêter de temps en temps pour, s'il y a des questions de précision ou des questions plus générales, que vous puissiez interagir avec moi de ce point de vue-là, parce que sinon ça risque d'être un tout petit peu descendant. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Ah, ça marche. Donc, ce qu'on essaye globalement de faire au laboratoire, c'est de comprendre le développement et les apprentissages dans le cadre d'un tissu biologique en pleine maturation, avec une particularité du cerveau humain, c'est qu'il commence à se développer in utero dans le ventre de la mère et qu'il a une autre particularité, c'est qu'il continue à se développer ex utero après la grossesse pendant plus de 20 à 25 ans avec plusieurs particularités de ce cerveau. La première, c'est qu'il se développe donc très longtemps. Comme il se développe pendant très longtemps, il est évidemment très fortement son développement et la dynamique de ce développement cérébral est très fortement affectée par l'environnement dans lequel l'enfant se développe. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il y a des périodes dans le développement cérébral dans lesquelles le cerveau est plus ou moins sensible à l'environnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mécanismes de neuroplasticité qui prennent en charge notamment nos capacités d'apprentissage vont être différentes à différents âges de la vie, pour le dire rapidement. Avec un tropisme souvent qui a été très fortement présenté dans essentiellement une neuroplasticité maximale dans les premiers âges de la vie. 0,3 ans, en France, il y a eu une commission des 1000 premiers jours qui a beaucoup parlé de la problématique de l'environnement familial comme un environnement effectivement dans lequel il fallait être particulièrement attentif finalement à ce que on puisse diminuer des facteurs ou des propriétés de ces environnements qui pourraient être délétères pour le développement cérébral de l'enfant, mais on a souvent oublié dans le scope finalement des périodes qui sont des périodes dans lesquelles le cerveau est particulièrement sensible à l'environnement, qui est la période de l'adolescence, dans lequel, quand on regarde la dynamique du développement cérébral et de la neuroplasticité, on a des choses qui sont relativement similaires à cette période 0,3 ans. Et donc, ça constitue aussi, en fait, une période critique en termes de développement cérébral et donc un moment dans lequel l'environnement peut avoir des effets extrêmement importants sur le développement cérébral. Et donc, quand on parle de la problématique de l'IA, je pense que c'est cette période-là sur laquelle il faut qu'on ait un tropisme important. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans cette période parce que c'est une période de la vie spécifique dans laquelle la plasticité cérébrale est extrêmement importante et dans laquelle on peut penser que comme c'est des moments de la vie où on commence à utiliser finalement et être exposé à ces IA et notamment ces IA génératives, on a là peut-être, je dirais, une fenêtre ou en tout cas une période de sensibilité dans laquelle les IA pourraient avoir des effets finalement sur ce cerveau en développement. Alors, cette période de l'adolescence, je vais y revenir, elle est caractérisée et en plus, elle a des caractéristiques qui, quand on pense aux IA appliquées notamment à certaines plateformes comme les réseaux sociaux, peuvent avoir en fait effectivement constitué une période de la vie dans laquelle on est beaucoup plus sensible aux IA qui sont utilisées sur un certain nombre de plateformes numériques. Et puis, il y a évidemment la question que c'est un moment dans lequel on utilise les réseaux sociaux, donc on est exposé
à un certain nombre d'informations et dans lequel effectivement la pensée critique va être particulièrement importante parce que sur un réseau social, on peut être finalement exposé à des deepfakes ou enfin, à des deepfakes et que donc ça pose la question de savoir comment on arrive à finalement exercer du discernement par rapport effectivement à des contenus qui sont créés à des rythmes beaucoup plus importants depuis les IA génératives. C'est-à-dire que la faculté de ces IA génératives, c'est de pouvoir effectivement créer de façon pratiquement industrielle des fausses informations, des deepfakes et ainsi de suite. Et donc c'est là-dessus que je vais essayer d'insister. Avec cette idée que la neuroplasticité, bah, finalement, elle s'opère évidemment dans ces périodes du développement cérébral, mais elle s'opère tout au long de la vie. C'est une des études très connues dans ce domaine-là, qui est une étude qui montrait que quand on apprend à des jeunes adultes à jongler pendant 3 mois, on a des modifications de certaines structures cérébrales, de l'architecture même du cerveau, notamment dans des régions qui sont typiquement, qui impliquent des compétences qui sont nécessaires pour l'acquisition de cette nouvelle compétence. Donc ici, ce que vous voyez, c'est des modifications dans les structures du système visuel qui sont entraînées par l'apprentissage de jonglage, avec l'idée que ça ne change pas simplement la façon dont le cerveau s'active, mais aussi l'architecture même du cerveau. Et donc, toutes ces nouvelles, je dirais, connaissances sur le cerveau en développement, ça a aussi amené à reconsidérer le développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant et de l'adolescent, en démontrant finalement quelque chose que un certain nombre de modèles du développement n'avaient pas vu, notamment le modèle piagétien, c'est que le développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant repose sur finalement un ensemble de compétences précoces chez le nouveau-né. Et que chez les enfants, chez les bébés très jeunes, on peut déjà mettre en évidence un certain nombre de compétences qui vont ensuite se construire, continuer à se construire pendant toute la période de l'enfance et de l'adolescence. Et je pense que pour avoir une notion de ce que pourraient provoquer ces IA génératives sur le développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant, il y a un véritable enjeu à mieux comprendre là où on en est finalement de nos modèles du développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant. Sachant que pour les non-développementalistes, on va dire pour ceux qui ne travaillent pas dans le champ du développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant et de l'adolescent, les modèles globalement qui sont utilisés sont des modèles qui ont on va dire 50 ans ou 60 ans de retard sur ce qu'on sait aujourd'hui du développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant. Donc, qu'est-ce qu'on en sait? Ben, la première chose qu'on sait, c'est que ce développement s'opère très tôt. On a des compétences implicites qui sont extrêmement importantes chez le bébé. Pour résumer rapidement, parce que je ne veux pas y passer trop de temps dans ma présentation, on sait que le bébé, c'est déjà quasiment dans le berceau, un petit philosophe, un petit scientifique, un petit psychologue, et qui passe son temps à faire des hypothèses et à essayer de regarder si ces hypothèses sont vérifiées, non pas comme le pensait Piaget en agissant sur le monde, mais en regardant finalement les actions s'opérer dans son environnement. C'est-à-dire que par son regard et l'observation d'un certain nombre de comportements dans son environnement, il en déduit finalement des grandes propriétés sur un certain nombre de principes qui régissent, par exemple, le développement, le déplacement des objets dans l'environnement, les comportements prosociaux des agents dans l'environnement et ou des compétences qui relèvent de compétences logico-mathématiques. Donc c'est vrai dans le domaine socio-émotionnel, je vais passer là-dessus parce que sinon j'aurai absolument pas de temps. C'est vrai dans le domaine mathématique, on sait que les bébés ont des compétences proto-mathématiques. Ici c'est une expérience qui montre notamment que les bébés dès 4 mois ont des attentes par rapport aux règles qui régissent l'addition et la soustraction d'objets. Donc ici, c'est une expérience qui montre que quand vous créez une situation dans laquelle vous créez une scène finalement simplifiée dans laquelle vous avez un petit personnage qui rentre sur cette scène. Ensuite, vous allez, deuxième petite vignette que vous voyez sur la diapositive, vous avez un cache qui va venir obstruer la vue de ce premier personnage. Si vous faites ensuite rentrer un deuxième personnage sur cette scène qui vient se placer derrière ce cache, et qu'ensuite vous créez deux situations, une situation conforme aux attentes qu'on peut avoir dans cette situation-là, c'est-à-dire qu'un objet plus un objet, ça devrait finalement aboutir à ce que quand on baisse le cache, il devrait y avoir deux objets derrière ce cache. Et que vous créez par ailleurs une situation qui est une situation impossible dans cette situation-là, c'est-à-dire que quand vous allez baisser le cache, il n'y aura qu'un seul objet derrière le cache. Globalement, ce qu'on peut montrer, c'est que les bébés, dès 4 mois, détectent une incongruité quand on crée une situation dans laquelle 1 plus 1 égale 1.
Donc ça veut dire qu'ils ont déjà des compétences proto-mathématiques et que la construction du développement cognitif de l'enfant et de l'adolescent se base en fait sur des compétences implicites qui sont présentes très tôt et que globalement, tout ne se construit pas et en tout cas, une partie des compétences se développe à partir de compétences précoces. Spelke parle de système noyau. Alors, les bébés vont même au-delà. Si on reprend finalement les modèles du développement cognitif de l'enfant, un des présupposés de ces modèles, c'est que globalement, l'abstraction vient relativement tardivement aux enfants et aux adolescents. Il faudrait attendre un hypothétique stade de développement de la pensée de l'enfant pour qu'enfin il accède à l'abstraction. Et on sait aujourd'hui que c'est également complètement faux. C'est-à-dire que si vous regardez les capacités de raisonnement logico-mathématique des bébés, si vous les étudiez, vous pouvez montrer que dès 4 mois, les bébés sont capables de faire du raisonnement inférentiel bayésien, ce qui relève d'une compétence et d'une intelligence qui a un très fort niveau d'abstraction. Donc comment on met ça en évidence? Encore une fois, on ne peut pas poser la question au bébé, mais on peut effectivement, par des mécanismes et par des paradigmes finalement de violation de certaines propriétés ou certaines attentes par rapport à des situations, tester si le bébé est en capacité finalement de détecter des violations de certaines règles, par exemple, qui régissent le raisonnement inférentiel bayésien. Alors typiquement, dans cette expérience, je vais aller assez vite, mais le principe est le suivant. Vous avez un bébé qui est face à un expérimentateur. Devant cet expérimentateur, il y a une urne. Dans cette urne, on ne peut pas savoir quels sont les objets qui sont dans cette urne. Et puis, imaginez la situation suivante. L'expérimentateur plonge sa main dans l'urne, sort une bille, cette première bille est rouge, il recommence, il plonge sa main dans l'urne, il ressort une bille rouge, deuxième bille rouge, il recommence, troisième bille rouge, quatrième bille, bille blanche, cinquième bille, bille rouge. Sans même que j'ai à vous poser la question, votre cerveau, de façon quasiment automatique, de façon presque irrépressible, fait une inférence et se dit qu'a priori, dans cette urne, si vous aboutissez à un tirage dans lequel il y a quatre billes rouges et une bille blanche, il est plus probable que cette urne contienne beaucoup de billes rouges et peu de billes blanches. Et donc, c'est exactement ce que vous allez tester en termes de compréhension du raisonnement inférentiel bayésien chez le bébé. Ce que vous allez essayer de voir, c'est effectivement, est-ce qu'il va réagir dans une situation où il y a une contradiction entre le tirage qui s'est opéré et la proportion de billes rouges et blanches dans cette urne. Donc, en gros, vous créez une situation dans laquelle, quand vous révélez la proportion de billes rouges et blanches, il y a beaucoup de billes rouges et peu de billes blanches, ce qui est conforme au tirage que vous venez d'obtenir, ou une situation dans laquelle, quand vous allez révéler la proportion de billes rouges et blanches, il y a énormément de billes blanches et peu de billes rouges. Et ce que montre cette étude, c'est que dès 4 mois, le bébé réagit d'une certaine manière à partir du moment où il y a une contradiction entre la proportion de billes rouges et blanches et le tirage que vous avez opéré. Ils sont capables de s'engager dans un raisonnement inférentiel bayésien. Et tout ça, ça amène finalement à faire complètement voler en éclats les modèles du développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant, en essayant de dépasser des modèles qui considèrent que finalement, l'intelligence se développe par grands stades cumulatifs de la pensée. Alors, je vois qu'il y a une main qui s'est levée pour une question. Si vous voulez, je m'arrête là ou alors je finis cette slide et je vous donne la parole. Donc, c'est comme vous voulez. Sur la main levée, posez la question. Désolé, en fait, de la poser comme ça, surtout parce que je suis sûr que c'est écrit dans Très, l'article. très, très fort. Mais enfin, les raisonnements bayésiens qui montraient que les enfants avaient remarqué la contradiction, c'était quoi exactement la réaction qu'ils ont reçue qui montrait ces types de contradiction? Donc, Oui, pardon, je suis désolé, j'ai assumé que finalement, on avait tous la même connaissance de ce type d'expérience. C'est basé sur le temps de regard. On regarde s'il y a une différence de temps de regard entre une situation contrôle, qui est la situation dans laquelle il y a une adéquation entre le tirage que vous avez opéré et la proportion de billes rouges et blanches, et une situation qui est en contradiction avec le tirage que vous avez opéré. Et vous regardez simplement s'il y a une différence de temps de regard. merci. Grégoire, juste pour savoir, on est un auditoire mixte, il y a des informaticiens ainsi Oui, que des oui. psychologues. Oui, pardon, c'est moi, c'est un biais de ma part. Euh, donc tout ça pour dire que ces données vont finalement, ces données sur le bébé, elles vont remettre en cause des modèles qui étaient très établis dans le domaine de la compréhension du développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant et de l'adolescent, qui étaient finalement de considérer le développement de l'enfant, que ce soit dans sa dimension cognitive ou socio-émotionnelle, comme
finalement une intelligence qui passe d'une intelligence relativement, on va dire, simple, très sensorimotrice, c'est ce que proposait Jean Piaget notamment, et puis qu'à travers différents stades de développement de la pensée logico-mathématique, l'enfant allait progressivement acquérir d'abord une intelligence très concrète, ça lui permettait de raisonner, mais de raisonner sur des objets concrets, et puis arrivé à l'adolescence, l'intelligence se transformait, les structures logiques à l'intérieur du cerveau se transformaient de telle manière à permettre à l'adolescent de pouvoir finalement rentrer dans l'intelligence abstraite, c'est-à-dire la capacité de dérouler un raisonnement hypothético-déductif sur des propositions abstraites. Et ce que j'essaye de vous montrer par ces données qu'on a observées chez le bébé, c'est qu'en fait, ce modèle, il ne tient pas parce que, en fait, ce que vous observez chez le bébé, c'est déjà des compétences qui relèvent du dernier stade piagétien du développement, c'est-à-dire du stade des opérations formelles, c'est-à-dire des comportements ou des compétences cognitives qu'on devrait observer chez les adolescents. Et donc, ça remet complètement en cause le modèle piagétien. Et c'est important parce que ça a permis de complètement faire évoluer finalement nos modèles du développement cognitif en sortant finalement de la conception du développement cognitif qui était très linéaire et très cumulatif, c'est-à-dire qu'on partait d'un bébé qui avait peu de compétences à un adolescent et un adulte qui avait beaucoup plus de compétences, à finalement des modèles dans lesquels on vient affirmer que ce qui est la norme du développement cognitif, ça n'est pas les stades du développement piagétien, c'est finalement l'hétérogénéité des trajectoires développementales, avec l'idée que chaque enfant a sa propre trajectoire du développement, ses propres trajectoires d'apprentissage, et que contrairement à ce que disait Piaget, tous les enfants du monde ne passent pas par les mêmes stades aux mêmes âges. Et donc on réintroduit de la variabilité dans la conception du développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant. Ça veut dire que dans certains domaines, l'enfant peut se développer plus rapidement que dans d'autres euh, et peut avoir certaines compétences qu'il est capable de mobiliser dans certains domaines qu'il n'arrive pas forcément à mobiliser dans d'autres domaines. Alors, ceci étant dit, ce n'est pas parce qu'on dit que finalement la norme du développement cognitif, c'est l'hétérogénéité, que pour autant, on n'est pas en mesure d'essayer d'identifier quels sont les mécanismes qui sous-tendent ces trajectoires développementales et ces trajectoires d'apprentissage. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire dans nos laboratoires. Ensuite, chaque modèle peut être différent les uns des autres, mais le modèle qu'on utilise aujourd'hui, nous, dans notre laboratoire, qui nous permet de, faire, de développer un certain nombre d'hypothèses et de tester si ces hypothèses finalement tiennent par rapport à ce qu'on observe en termes de trajectoire développementale. C'est un modèle qui est basé sur un modèle qui est très influent dans le domaine de la prise de décision et du raisonnement logique, qui est le modèle des deux systèmes de pensée proposé par Kahneman, qui est, vous le savez, un prix Nobel d'économie, mais qui a obtenu, enfin, qui était psychologue. Et ce qu'il proposait finalement, c'est qu'on pouvait conceptualiser les comportements humains de prise de décision et de raisonnement à travers deux grands systèmes de pensée. Un premier système fait de l'ensemble de nos automatismes de pensée, qui est très adaptatif en tant qu'être humain. On ne peut pas passer notre temps finalement à analyser toutes les données d'une situation pour prendre une décision. Et la plupart du temps, on se base sur des heuristiques. Alors, je sais que c'est quand on utilise la notion d'heuristique en psychologie, elle ne revêt pas exactement la même définition que l'heuristique en informatique. Ici, ce qu'on entend par heuristique, c'est finalement une pensée qui est très rapide, très peu coûteuse d'un point de vue cognitif, euh, qui globalement constitue, si j'essaye de l'expliquer rapidement, un raccourci de pensée, mais qui est très adapté à un certain nombre de contextes. C'est pour ça que dans beaucoup de contextes, on s'en remet finalement à nos automatismes de pensée, à nos heuristiques de pensée. Pour autant, ce qui fait le propre de la pensée humaine, c'est de pouvoir, dans un certain nombre de contextes, pouvoir finalement développer une pensée analytique et délibérative, c'est-à-dire une pensée lente, coûteuse d'un point de vue des ressources cognitives, mais qui finalement, par un jeu d'applications, de procédures qui s'enchaînent les unes avec les autres, qui nous permettent normalement de raisonner de façon logique quel que soit le type de contexte. Parce que la particularité des heuristiques que nous utilisons, c'est que dans un certain nombre de contextes, elles nous amènent à être systématiquement biaisés et à prendre des décisions qui sont des décisions non optimales. Donc, c'est intéressant aussi parce que finalement, comme ce sont des intelligences humaines qui créent les IA, et ça a été démontré, elles ont un certain nombre de biais, elles reproduisent certains stéréotypes qu'on observe chez les individus et chez les êtres humains,
notamment parce que ces stéréotypes, ils sont directement liés à l'activité de notre premier système de pensée, qui est notre système heuristique. Et ce qu'on a ajouté au laboratoire, notamment Olivier Houdet, c'est de conceptualiser finalement la capacité de l'être humain d'être flexible et de passer du système heuristique au système analytique en ayant finalement la possibilité d'engager un troisième système de pensée, qui est un système finalement de contrôle exécutif, de contrôle cognitif, qui permet au cas par cas, quand l'heuristique ne fonctionne pas, de pouvoir bloquer, inhiber cette heuristique pour réengager notre pensée analytique et délibérative. Et finalement, un grand nombre de notre capacité à dépasser nos biais de raisonnement et de dépasser nos biais de décision est basée sur cette capacité finalement à arbitrer entre les contextes dans lesquels on peut s'en remettre à nos heuristiques et les contextes dans lesquels il faut activer notre pensée analytique et délibérative. Et ce qu'on a montré, c'est que c'était vrai dans le domaine de la prise de décision et du raisonnement, mais aussi dans le domaine d'un très grand nombre d'apprentissages scolaires dans lequel ces processus du troisième système de pensée, notre système d'arbitrage dans le cerveau humain, sont des mécanismes qui expliquent et les difficultés rencontrées par les élèves, mais aussi leur capacité à surmonter des erreurs systématiques qu'ils peuvent commettre de façon répétée dans le temps. Donc quand on pense en quoi les IA jouent sur le développement cognitif de l'enfant, il faut essayer de comprendre, est-ce que les IA jouent sur notre système intuitif et heuristique, est-ce qu'elles jouent sur notre système analytique ou délibératif, ou sur nos capacités de contrôle cognitif. Et vous verrez elles jouent un peu sur les trois dimensions. Elles posent des contraintes pour notre système cognitif parce que elles fonctionnent, je dirais, de façon extrêmement rapide, mais elles peuvent aussi être des aides à la décision. Et dans ce contexte-là, elles peuvent venir finalement étayer notre troisième système de pensée. C'est ce que je vais essayer de vous présenter avec certaines données qui sont issues de la littérature, notamment de quelqu'un que je sais que vous avez reçu récemment, Pierre-Yves Oudéier, qui a un certain nombre de données sur la question. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là, avant que je poursuive? On ne va pas continuer. Ok, super. Alors, pourquoi on sait que ce troisième système de pensée est important, notamment pour le développement cognitif et pour les apprentissages scolaires? On a tout un champ de recherche au laboratoire qui analyse des données issues du ministère de l'Éducation nationale, qui s'intéresse par exemple en quoi le milieu social d'origine a des impacts sur les premiers apprentissages, notamment à l'entrée à l'école. Vous savez peut-être que l'école est obligatoire à 3 ans en France. Et quand on regarde finalement ce qui explique les inégalités éducatives, notamment dans le développement du langage oral et ou des capacités numériques des élèves dès l'entrée à l'école, ce qu'on voit, c'est que ce milieu social d'origine impacte le développement du langage oral et des capacités mathématiques parce qu'il impacte en fait ces mécanismes du troisième système de pensée, c'est ce qu'on appelle les fonctions exécutives, c'est-à-dire tous ces mécanismes de contrôle cognitif et émotionnel qui s'exercent sur l'ensemble de nos processus cognitifs et socio-émotionnels, ce qui veut dire autrement que le milieu social d'origine impacte nos premiers apprentissages parce qu'ils impactent ces fonctions exécutives. Donc tout l'enjeu, c'est de savoir est-ce que ces IA, elles peuvent et développer nos fonctions exécutives et ou finalement avoir des impacts sur le développement de notre langage oral et de notre capacité mathématique parce que précisément, elles ont des impacts sur ces fonctions exécutives. Alors, on a montré ça sur des effets qui sont dus au milieu social d'origine. On a montré que c'était vrai aussi dans le domaine du genre. Si le genre affecte les premiers apprentissages de l'enfant dès 3 ans, c'est parce que ça a des impacts sur ce troisième système de pensée, sur ce contrôle exécutif. C'est vrai aussi du mois de naissance. Vous savez que le trimestre de naissance joue sur les premiers apprentissages de l'enfant. Et là aussi, on a montré que ces effets étaient indirects. Le mois de naissance ou le trimestre de naissance de l'enfant affecte les premiers apprentissages de l'enfant parce que ça impacte ce troisième système de pensée. Donc, il y a un enjeu finalement à comprendre comment les IA peuvent venir interagir ou affecter ce troisième système de pensée. Alors, pourquoi on s'intéresse tant aux fonctions exécutives? Et vous allez voir que ça va m'amener progressivement à la question des IA et des IA génératives. Ben, finalement, on s'intéresse à cette question des inégalités éducatives parce que ce qu'on essaye de mieux comprendre au laboratoire, c'est en quoi justement ce milieu social d'origine impacte certains apprentissages, donc comment le contexte finalement impacte les apprentissages, les premiers apprentissages de l'enfant. On savait déjà par un certain nombre d'expériences et d'études scientifiques que effectivement le milieu social d'origine impacte le cerveau en développement. C'est vrai dès 4 mois après la naissance. C'est tous les travaux, notamment de Martha Farah, qui montraient que certaines caractéristiques des milieux sociaux défavorisés
vont impacter le développement cérébral, notamment parce que, en fonction de votre milieu social d'origine, vous allez être plus ou moins soumis à du stress chronique, vous allez avoir des variations de la qualité de votre sommeil et que vous allez être dans des environnements cognitifs et émotionnels qui sont plus ou moins enrichis et que tout ça impacte le cerveau en développement. Ce qui impacte les premiers apprentissages, c'est ce que je viens de vous montrer. Et ce qu'on vient de montrer dans une étude qu'on a menée avec une de mes doctorantes, Mélanie Pinheiro, c'est que comme ce que je vous ai montré à 3 ans, à 5 ans, le milieu social d'origine impacte les apprentissages en mathématiques et dans le domaine du langage oral parce que ça impacte des compétences qu'on appelle les compétences métacognitives. Alors, qu'est-ce que c'est que ces compétences métacognitives? C'est intéressant parce que c'est beaucoup discuté dans le domaine aujourd'hui de l'IA, avec l'idée de savoir est-ce qu'il ne faudrait pas avoir des modules métacognitifs dans ces IA génératives. La métacognition, finalement, c'est l'ensemble de nos connaissances relatives aux processus que nous engageons dans nos apprentissages, mais c'est aussi notre capacité à engager des stratégies efficaces d'apprentissage. Et ce qu'on a montré, c'est que, en fait, ce milieu social d'origine, il va distribuer inégalement les connaissances sur les apprentissages et les stratégies efficaces d'apprentissage. Et c'est pour ça que ça impacte l'acquisition des compétences langagières et des compétences mathématiques. Alors, on essaye de mener un certain nombre d'études pour montrer, par exemple, est-ce que développer la métacognition des élèves, si les enseignants apprennent finalement dans des séquences de mathématiques et de langage oral à avoir des gestes centrés sur la métacognition, c'est-à-dire qui vont permettre de développer les fonctions exécutives et l'autoréflexivité autour des apprentissages, donc les connaissances et les stratégies métacognitives, est-ce que potentiellement c'est un vecteur de réduction des inégalités? Donc on met un certain nombre de RCT, de Randomized Control Trial, dans un dispositif dans lequel on forme des enseignants en fait à développer ces capacités métacognitives chez les élèves dans le domaine de séquences autour des mathématiques et du langage oral. Et ce qu'on est en train de montrer, les premières données qu'on est en train d'extraire de ce RCT, c'est que on ne sait pas encore si ça réduit les inégalités éducatives, mais ce qu'on sait, c'est que quand les enseignants utilisent des gestes pédagogiques qui permettent de développer la métacognition des élèves, on a des transferts sur les capacités mathématiques avant et après intervention. Donc ici, ce que vous voyez en bleu, c'est le groupe contrôle. En gris, c'est le groupe, les 23 enseignants qu'on a formés à la métacognition pendant 18 heures, qui, en utilisant plus de pratiques métacognitives, entraînent des transferts sur les capacités mathématiques de leurs élèves, que ce soit dans le domaine symbolique et dans le domaine non symbolique. Alors pourquoi c'est un enjeu? Ben, finalement, c'est un enjeu parce qu'on voit bien que l'IA vient percuter la question des pratiques pédagogiques. Elle vient percuter aussi les questions des enseignants sur la place de l'IA dans l'éducation, avec, dans un premier temps, c'est ce que vous voyez sur la gauche, des questions qui étaient essentiellement négatives sur l'émergence de ces nouvelles technologies. Je vous ai pris un certain nombre de brèves que j'ai pu trouver dans les journaux. Dans Capital, on voyait un article qui disait ces professeurs ont décidé de punir durement les élèves qui utilisent ChatGPT. Tricher ou chatter, ChatGPT est-il une menace pour l'éducation? École, comment détecter un texte généré par ChatGPT? Donc, vous voyez qu'essentiellement, la question que se posait l'école, c'était le rapport finalement qu'on pouvait entretenir aux IA avec l'idée que les élèves utilisent de plus en plus ChatGPT. Pour vous donner juste un exemple, je reviens d'un lycée français à l'étranger au Maroc qui accueille 98% d'élèves marocains, en plutôt de milieux sociaux très favorisés. Et j'ai vu tous les élèves, les 1200 élèves du collège. Et dès la sixième, tous les élèves utilisent ChatGPT comme une aide finalement à leurs apprentissages. Avec, dans ce collège particulier, puisqu'ils viennent d'un milieu social très favorisé, il y avait déjà plus de 50% des élèves qui avaient un compte payant sur ChatGPT. Donc, ça veut dire que de toute façon, les élèves l'utilisent. Donc la vraie question, c'est que ça vient percuter évidemment les processus d'apprentissage, les processus de développement de ces élèves. Et donc la vraie question, c'est finalement comment on peut leur amener à développer un sens critique par rapport à l'utilisation de ces IA et notamment de ces IA génératives. Et puis, on voit bien qu'on est un peu en train de bouger, en tout cas, le milieu éducatif et le contexte éducatif est en train de bouger, où la communauté éducative bouge. On a, par exemple, aujourd'hui des questions sur quelle place pour ChatGPT à l'école. ChatGPT à l'école, et si finalement c'était bien, titrait Télérama récemment. Et puis, on a aussi des formations maintenant qui sont proposées aux enseignants sur l'utilisation de ChatGPT dans leurs apprentissages.
Je voulais juste vous montrer ça parce que je voulais beaucoup parler de métacognition. Vous avez commencé à vous dire, mais pourquoi il nous parle de métacognition? Quel est l'enjeu finalement des relations entre les IA génératives, la métacognition et finalement l'utilisation de ces IA génératives pour les apprentissages? Alors, je vous présente des données qui sont en cours de publication par Pierre-Yves Oudéier, qui présentait hier dans la conférence qu'on a organisée donc, dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne à Paris, et qui montrait finalement que il a testé des collégiens et il leur a demandé finalement de raisonner sur des problématiques scientifiques. Ici, c'est un petit exercice où on dit Anna veut comprendre les propriétés de la lumière. Elle a commencé par un test simple en laissant tomber son crayon dans un verre d'eau. Voici ce qu'elle a vu. Il présente une image. Ton but est de comprendre pourquoi l'apparence du crayon est différente. Et ensuite, il propose finalement deux types de prompts que l'élève peut utiliser pour finalement avoir des informations sur pourquoi il observe ce qu'il est en train d'observer. Et le prompt adapté, c'est typiquement qu'est-ce qui fait qu'un crayon change de direction lorsqu'il est mis dans un verre d'eau. Et le prompt inadapté, c'est pourquoi un crayon devient-il différent. Et donc la question, c'est de regarder finalement le pourcentage d'élèves qui utilisent un prompt qui est adapté à la situation. Ce qui montre, c'est que globalement, les élèves ne sont pas très bons pour choisir le prompt qui est le plus adapté à la situation, mais que cette compétence, elle varie en fonction des compétences métacognitives des élèves. Et donc là, on voit bien l'enjeu, finalement, de ce que peut changer l'IA, mais aussi de ce que, finalement, des compétences des enfants peuvent avoir comme incidence pour l'utilisation de cette IA de façon pertinente, c'est que les élèves qui ont les meilleures compétences métacognitives sont ceux qui choisissent de façon plus fréquente le meilleur prompt quand ils utilisent ChatGPT. Et donc là, on voit bien l'enjeu, effectivement, et de développer la métacognition des élèves, et puis peut-être en corollaire, de développer les capacités métacognitives, ou en tout cas d'avoir des modules métacognitifs dans les IA génératives pour leur permettre d'éviter effectivement de proposer, quand le prompt n'est pas forcément adapté, d'avoir la capacité justement de jouer le rôle finalement d'agent virtuel métacognitif qui permettrait potentiellement de faire un retour aux élèves sur le fait que le prompt n'est pas forcément adapté. Et puis la dernière chose que montrait Pierre-Yves Oudéier, et ça je trouvais ça particulièrement intéressant, ce qu'il montrait c'était que, et ça revient bien finalement à la façon dont on conceptualise le développement cognitif de l'enfant et les capacités de raisonnement humaines dans le laboratoire, ce qui montrait c'était que ceux qui déclaraient avoir la meilleure connaissance de ChatGPT, étaient en fait ceux qui utilisaient ChatGPT de la moins bonne des manières, c'est-à-dire que c'était ceux qui utilisaient le prompt le moins adapté à la situation. Et donc là, on voit effectivement qu'on est typiquement dans un cadre de système 1, c'est-à-dire des individus qui utilisent ChatGPT sans réelle pensée analytique délibérative, sans distance critique par rapport à l'utilisation, ce qui peut les amener effectivement à prompter de façon extrêmement erronée dans des contextes où ils utilisent ChatGPT de façon fréquente, notamment au cours de leurs apprentissages scolaires. Et puis, une autre façon de regarder le problème, c'est une étude que Pierre-Yves Oudéier a publiée récemment et qui montrait finalement que chez des élèves de 9 à 11 ans, quand on faisait des ateliers métacognitifs, qui ressemblent finalement un peu à ce qu'on a mis en place quand nous, on a formé des enseignants à utiliser des pratiques métacognitives, en utilisant des agents conversationnels, c'est-à-dire de l'IA, ils ont des effets positifs sur la curiosité des élèves, c'est-à-dire justement des domaines qui relèvent de la métacognition, et des améliorations de la capacité à poser des questions divergentes dans le cadre des apprentissages scolaires. Donc on voit bien là qu'il y a un des grands enjeux, à mon avis, de la question des IA et de l'utilisation des IA, notamment des IA génératives, elle est autour de la métacognition. Et quand on utilise finalement ces IA génératives dans le cadre des apprentissages scolaires, peut-être qu'un des enjeux, c'est de créer des IA génératives ou de créer des agents virtuels qui aient cette capacité à développer la métacognition des élèves, puisqu'on sent bien que c'est un point critique et pour comprendre les vulnérabilités de certains élèves, ceux qui viennent de milieux sociaux les moins favorisés, mais aussi que c'est un enjeu pour pouvoir dépasser des difficultés que peuvent rencontrer certains élèves au cours de leurs apprentissages. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Parce qu'après, je vais complètement shifter sur une autre problématique, sur la question des deepfakes et sur la question de la pensée critique. Deuxième question, parle fort, s'il te plaît. Oui, merci Grégoire. En fait, donc je comprends l'intérêt là, des modèles, les grands modèles de langue, là, d'aider pour développer ce troisième système, donc la métacognition, puis ce qui est en quelque sorte
de ce que je comprends, là, vous me pardonnerez là, si je vais sursimplifier, là, je suis pas dans le domaine de la psychologie, mais qui est comme notre habilité à être capable d'inhiber, à se retenir avant de dire quelque chose et puis que ce système-là se développe. Mais quand vous dites donc aider, que les agents comme ChatGPT, par exemple, puissent aider, est-ce que ça sous-entend aider les élèves? Est-ce que ça sous-entend que ces modèles-là aient un troisième système, puissent se filtrer pour être capable de finalement là, être capable de transmettre ça aux élèves? Parce que dans le fond, la façon dont je vois ça, quand on filtre, c'est comme finalement un peu une censure qu'on fait tu sais, puis pour le bénéfice, mais est-ce que c'est la vision, en fait, que vous avez des modèles qui pourraient transposer ce troisième système ou cette métacognition-là? Peut-être deux réponses. Ce troisième système, il faut le voir, effectivement, vous l'avez très bien, c'est un système d'inhibition. Il faut savoir que dans les modèles d'IA aujourd'hui, il y a on le modélise, l'inhibition, hein. Je veux dire, 50% de nos connexions dans le cerveau humain sont des connexions inhibitrices. Donc, c'est en fait un processus qui est vrai à tous les niveaux d'observation du vivant. C'est vrai aussi au niveau psychologique, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est-à-dire que pour bien raisonner, pour prendre des bonnes décisions, il faut inhiber un certain nombre de nos heuristiques de pensée. Et il y a quand même beaucoup de chercheurs dans le domaine de l'IA qui se rendent donc bien compte de quand on ne modélise pas ce processus-là, on ne peut pas être finalement, on n'est pas en train de créer une intelligence artificielle. Enfin, en tout cas, on ne crée pas une intelligence. C'est-à-dire que l'intelligence, elle se base sur notre capacité précisément à sortir de nos habitudes. Si on était uniquement des êtres d'habitude, alors nous ne serions pas intelligents, parce que nous ne pourrions pas nous adapter. Je trouve la plus belle définition de l'intelligence, c'est la capacité de l'organisme de s'adapter à son milieu et à ses changements. Si vous n'avez pas d'inhibition, pas de système 3, vous ne pouvez pas vous adapter. D'où l'enjeu de le modéliser dans les IA. Et il y a un certain nombre de chercheurs avec qui on discute qui sont effectivement très intéressés et qui travaillent dans le domaine de l'IA pour justement modéliser ces processus d'inhibition et d'arbitrage dans le cerveau humain. Parce que si on n'arrive pas finalement à générer ce type de processus dans les intelligences artificielles, bah, globalement, on arrive à la problématique des intelligences artificielles qui génèrent et recréent finalement des stéréotypes et des biais, mais sans avoir aucunement la capacité de les corriger dans le temps. Que ça répond à ta question. Ça a l'air de dire que dis-moi si c'est correct, ça a l'air de dire que pour engager le système 3 chez les ados, il faut que le IA ait un système 3. Ouais, c'est ce que je comprends aussi. Alors, je sais, l'idéal, c'est qu'il y avait un système 3. Ça lui permettrait finalement de produire des réponses qui sont des réponses plus adaptées à la situation. Ça lui éviterait de faire des erreurs systématiques dans un certain nombre de contextes. Mais on peut aussi essayer de programmer une IA dans laquelle finalement pose des questions qui permettent de développer la métacognition des élèves. Elle n'a pas forcément besoin d'avoir un module de métacognition, mais à minima, elle doit poser des questions qui permettent de développer l'autoréflexivité des élèves. Une question de Francis Larreau. Vas-y, là, Francis. Bonjour, merci beaucoup pour cette belle présentation. Je m'intéresse beaucoup à la théorie système 1, système 2, la théorie duale de la cognition. Vous semblez indiquer que lorsque système 1 s'engage avec un LLM ou si système 2 s'engage avec un LLM, en fait, les deux sont possibles là, dans vos expériences. Est-ce que lorsque c'est le cas, ça change les caractéristiques traditionnelles de système 1 et de système 2? Est-ce qu'un système 1 qui s'engage avec un LLM est un peu moins intuitif ou je ne sais pas, est-ce que ça change comment on les décrit habituellement? Et la même chose pour système 2? Eh ben, je ne sais pas vous répondre là-dessus. Je ne sais pas trop si ça change la perception et le type de décision. La question, c'est de savoir si le LLM, il étaye plutôt, ou il va plutôt orienter vers, je dirais, une décision, une prise de décision système 1 ou plutôt une prise de décision système 2. D'où, à mon avis, la limite, effectivement, que si elles n'ont pas des modules métacognitifs
et ou des systèmes 3 qui permettent ce type d'arbitrage, elles peuvent aboutir de façon un peu systématique à des décisions ou à des réponses qui sont erronées. Ce qui est intéressant, c'est que sur un certain nombre de problèmes logiques, elles sont aussi mauvaises que les humains, et même quand on arrive à les prompter pour qu'elles donnent la bonne réponse, elles ne sont pas capables de généraliser, comme des humains hein, d'ailleurs un peu. Question de Pierre Vadnet. Oui, merci pour la présentation. Euh, Est-ce qu'on pourrait dire que les LLM sont particulièrement forts au niveau de la mémoire, mais n'aident pas beaucoup au niveau de l'analyse? Alors, peut-être que ça sépare un peu système 1, système 2. Et aussi, est-ce que vraiment les LLM ont quelque chose qui ressemble à un système 1? Est-ce qu'ils ne sont pas strictement au niveau du système 2? Bonne question. En tout cas, le modèle ChatGPT d'une IA qui fonctionne sur des probabilités bayésiennes, ça relève plutôt du système 1. Donc, ce n'est pas du tout système 2. Après, ce que ça produit comme réponse, peut-être que c'est basé sur quelque chose qui relève du système 2, mais en tout cas, l'algorithme de base, c'est-à-dire la force des associations entre des concepts, ça relève du système 1. C'est D'où strictement le, oui, ça relève du système 1, mais c'est quand même strictement au niveau symbolique, c'est-à-dire qu'il y a déjà un ouais. transfert du monde réel à un monde symbolique. Bah oui, j'en conviens, mais en termes elle n'applique pas, par exemple, CLLM, ils n'appliquent pas une vérification systématique de la réponse qui est produite. C'est ce que ferait un système 2. D'accord. Elle est capable de produire une réponse totalement erronée. Et comme elle n'a pas de système métacognitif, elle ne peut pas détecter qu'elle produit une réponse erronée parce que justement, elle aurait eu en parallèle, je dirais, une procédure beaucoup plus systématique d'analyse des informations qui permettrait de détecter qu'il y a un conflit entre la réponse produite et la réponse qui devrait être produite. Et que dans un contexte différent, ou en tout cas dans le même contexte, elle produirait une réponse différente. Puisque c'est ce qui se passe dans le cerveau humain. C'est-à-dire que on produit une erreur du fait de l'engagement de notre système 1, et le fait même qu'on constate qu'on a fait une erreur, progressivement nous permet de détecter qu'on est dans une situation dans laquelle s'opère un conflit entre les réponses produites par le système 1 et le système 2. Ça, c'est le système 3 qui nous permet de le faire, nos modules métacognitifs, ce qui nous permet ensuite d'être flexible et de changer finalement notre stratégie d'approche du problème. Ça, un LLM ne le fait pas très bien. Il le fera par apprentissage bayésien. Merci beaucoup. Ça m'aide à mieux définir mes systèmes 1, système 2 et maintenant système 3. Merci à vous. Iris, très fort. Mais je pense qu'il y avait Oh, excuse. Écoute, tu dois parler à haute voix, je ne te vois pas. Ok, vas-y, Mathieu. J'avais une question alors sur la slide en plus qui est encore à l'écran là, pour les adultes, avec agent virtuel. Si ça augmentait directement comme la perception de la curiosité, comme la compréhension, un peu comme vous parliez tantôt de la métacognition sur comment poser des questions, comment être capable de l'apprendre, est-ce que ça sortait comme naturellement du genre les outils étaient plus adaptés aux besoins, ce fait que n'importe quelle personne qui utilisait l'agent virtuel était capable plus facilement d'arriver aux bonnes conclusions, à trouver comment analyser, décortiquer les problématiques, ou c'était plus une situation où, étant donné qu'ils pouvaient avoir une conversation directe avec un agent pour un va-et-vient, ils étaient capables de rester plus longtemps avec une motivation interne pour cet apprentissage de cette métacognition. Alors, même si ça prenait, on va dire, 20 questions de plus, ils pouvaient arriver à la conclusion, même si quelqu'un était plus rapide pour l'apprentissage, moins rapide pour l'apprentissage, en termes, peu importe les variations des individus, on parlait plus tôt. Alors, dans cette expérience en particulier, je ne saurais pas forcément vous répondre, mais le principe, normalement, c'est qu'effectivement, c'est pas simplement, puisque ce qu'on regarde comme output, c'est pas forcément la performance, ou enfin, comme sortie, c'est pas forcément la performance, c'est le fait de savoir si ça développe ou non la curiosité de l'élève. Et on sait que la curiosité, ça favorise l'engagement, et donc potentiellement la résolution du problème et ou l'apprentissage. Et donc, c'est plutôt ça qu'on vise. La difficulté avec la métacognition, c'est que elle ne doit jamais s'automatiser. Donc c'est un peu un espèce de paradoxe. C'est-à-dire que la métacognition, et nous c'était la difficulté qu'on avait avec les enseignants, c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas automatiser. C'est en fait votre capacité d'autoréflexivité de faire un pas de côté systématique sur une situation. Et donc ça ne doit pas s'automatiser. Et
c'est vrai que c'est une des limites, c'est-à-dire que ça ne peut être fait qu'avec un espèce de questionnement permanent, non pas sur la tâche, mais sur les processus et les stratégies utilisées dans la tâche à un moment donné. Et ça, c'est très difficile à faire comprendre, y compris à un enseignant qui est très orienté vers la performance de l'élève et de ce qu'il a produit. Mais en fait, ce qu'on leur demande, c'est pas de dire est-ce que tu penses que tu as bon, c'est est-ce que tu penses que la stratégie que tu as utilisée dans ce contexte-là, c'est la plus adaptée et la plus efficace. Et donc, il faut vraiment que l'élève rentre quasiment dans une phase d'autoréflexivité en se disant ah, ok, ça, c'est une stratégie que j'aurais pu utiliser, mais j'aurais pu utiliser d'autres stratégies, elles auraient pu être plus ou moins efficaces dans ce contexte-là. D'autres questions? Oui, et un instant, Iris, laisse-moi verser la caméra vers toi. Est-ce qu'on te voit? Parle à haute voix. Oui. J'avais deux questions. La première est un peu bête, mais ça porte sur ce qu'on a vu il y a quelques slides sur l'impact de l'environnement, donc des conditions socio-économiques, du genre, etc., sur la métacognition. Et tout simplement, en fait, comment est-ce qu'on mesure ces impacts sur la métacognition? Parce que, est-ce que on prend des stratégies du système 3 précises, puis on mesure la capacité des élèves à les mettre en place et on compare ça aux données sociodémographiques? Enfin, juste vraiment concrètement, comment est-ce qu'on mesure ces impacts? Donc là, c'est des données, on a deux types de données. On a des données ministères. Ces données ministères, c'est des données dans lesquelles on a développé des tâches qui sont des tâches classiques qui permettent d'évaluer différents processus du système 3. Et ensuite, on regarde si la variation du milieu social, économique, familial, donc typiquement, on va regarder le niveau d'études du père, de la mère et la profession du père et de la mère. Et ensuite, on crée un indice qui permet de combiner l'ensemble de ces informations, de ces quatre informations, et ça nous permet de regarder si finalement là, il y a une variabilité des compétences, c'est-à-dire des scores dans ces différentes tâches, avec la variabilité du contexte socio-économique, familial. Puis après, c'est en fonction de cette variabilité-là, on peut déduire que c'est un contexte familial moins optimal, sera lié à des stratégies moins développées. Oui, tout à fait. Ce qu'on ne sait pas forcément, c'est pourquoi ce contexte produit des effets différenciés sur ce type de compétences exécutives et ou métacognitives. C'est-à-dire que c'est encore à explorer. On a des hypothèses, mais on n'a pas forcément suffisamment de données sur le milieu familial pour effectivement comprendre complètement ce que ça peut produire. On est en train d'analyser un autre jeu de données dans lequel on regarde par exemple le type d'activité extrascolaire. On sait que ce type d'activités extrascolaires peuvent expliquer des différences dans le domaine de ces processus du système 3, et ça pourrait commencer à être une piste d'explication. Merci, mais ça répond à ma question. Je me demande parce que donc, il me manque un petit peu encore une compréhension plus profonde, genre de comment précisément ça impacte le système Alors, 3. ouais, alors je peux pas vous, alors ça reste ouvert finalement comme question. Ceci étant dit, on a publié une étude il y a maintenant quelques années dans laquelle on avait montré que le type de jeu auquel les enfants jouent, dans un essai contrôlé randomisé, on avait fait jouer à différents types de jeux les enfants, des jeux comme 1, 2, 3 soleil, Jacadi, ni oui ni non, qui sont justement des processus qui sont des processus du système 3 qui nous permettent de bloquer certaines routines, soit de pensée, soit motrices. Et on avait montré que ça permettait de développer ce type de compétences. Donc, c'est avec une relation un peu plus causale, je dirais, entre finalement une compétence et le type d'activité. Donc, ce n'est pas impossible, et c'est une des choses qu'on explore, qu'en fonction du milieu social d'origine, on joue de façon différente à ce type de jeu. Puis ma deuxième question, ça portait sur, sur la slide sur laquelle on est actuellement, en fait, sur le développement. Veux-tu que je monte la slide? Oui. Ok, excuse. C'est une autre configuration ici. Mais
En gros, c'est l'usage d'agents conversationnels qui permet aux élèves de développer leur curiosité, qui montre qu'il y a un développement de la curiosité. En fait, ce que je me demandais, c'est qu'est-ce qui, dans ces agents conversationnels, fait exactement que ça va développer ça chez les élèves et qu'est-ce que font les agents que pourraient pas faire genre des humains dans la même situation. Et du coup, qu'est-ce qui, en fait, dans cet apprentissage est lié juste à la socialisation, à l'interaction sociale? Alors, peut-être différencier les deux aspects de votre question. L'agent en fait conversationnel, il pose simplement des questions, mais il pose des questions sur des dimensions finalement de l'apprentissage et de la situation, qui sont des dimensions qui permettent à l'élève et de calibrer, de bien calibrer et de bien évaluer ce qu'il vient de produire au regard des stratégies qu'il a utilisées. Et l'étude, elle est simplement pour montrer qu'on peut potentiellement utiliser des agents virtuels pour le faire. Euh, Qu'est-ce qu'apporte, je dirais, l'interaction sociale de ce point de vue-là? Tout le reste, c'est-à-dire l'engagement dans la situation, le feedback qui peut être fait à l'élève. Et ce qu'apporte l'agent virtuel, c'est de pouvoir le faire de façon différenciée pour chacun des élèves dans une classe dans laquelle vous avez 30 élèves. Donc, c'est effectivement plutôt une façon d'aller vers une forme de différenciation pédagogique qu'on pourrait ne pas forcément réussir à faire quand on est un seul enseignant face à 30 élèves dans une salle de classe, ce qui est le cas par exemple en France. Et du coup, ça m'amène une question un peu exploratoire, c'est parce que je sais pas si je pense pas qu'on ait vraiment de données dans cette étude-là là-dessus, mais sur la différence, est-ce que le fait d'interagir avec un vrai humain et le fait d'interagir avec un agent, ça fait une différence aussi pour les élèves? Est-ce que ça a un impact? Alors, il y a des travaux là-dessus, mais que je maîtrise moins bien, qui ont systématiquement comparé des apprentissages avec des systèmes artificiels et des agents et des humains, et qui montrent qu'il peut y avoir des différences dans un certain nombre de cas. Alors, dans les deux sens, et je ne sais pas si j'aurai le temps de vous présenter ça, mais il y a une très belle étude qui vient de sortir qu'il y a des domaines dans lesquels les agents virtuels fonctionnent beaucoup mieux que les interactions humaines parce que on ne leur, d'une certaine manière, on ne leur attribue pas d'intention particulière. Et notamment pour déconstruire les théories complotistes, en fait, les agents virtuels fonctionnent beaucoup mieux que l'interaction sociale parce que dans une interaction sociale, vous attribuez des intentions à l'autre qui sont différentes. Ceci étant dit, on est quand même une espèce sociale et donc le fait d'interagir avec d'autres êtres humains, ça fait quand même partie des modalités importantes finalement du développement de nos compétences, notamment parce que euh, un, un être humain va pouvoir détecter des signaux qui ne sont pas forcément détectables par une IA, c'est-à-dire des signaux non-verbaux qui permettraient de comprendre que dans le questionnement métacognitif, un élève à un moment n'a pas forcément bien compris ce qu'on était en train de lui demander. Et ouais, c'est vraiment intéressant. Puis après, c'est ça, ce que je me demande aussi, c'est quand on interagit avec un humain, on apprend aussi des choses sur comment interagir avec un autre humain. Et, et ces choses-là, on ne peut pas forcément les apprendre en interagissant avec une IA. Donc, si, mettons, beaucoup d'apprentissages métacognitifs se font en interaction avec une IA, peut-être que les élèves ne vont pas apprendre vont apprendre à interagir avec un certain type d'interlocuteur qui est une IA, puis du coup, il va leur manquer peut-être du contexte pour interagir avec d'autres humains qu'ils auraient appris. Je pense que vous avez entièrement raison, mais je crois qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on ne va pas fondamentalement apprendre avec des IA la métacognition. Déjà, la métacognition, elle n'est quasiment pas utilisée dans la salle de classe. Donc, je pense que spontanément, les enseignants ne vont pas utiliser des agents virtuels pour développer la métacognition de leurs élèves. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que là où je vous rejoins, c'est qu'il y a une grande partie de la métacognition que ces agents virtuels ne peuvent pas faire alors pour l'instant en tout cas, hein, peut-être qu'ils arriveront à le faire, c'est qu'en fait, dans la métacognition, il y a d'abord un aspect d'apprentissage par observation. C'est-à-dire, ce qui marche très bien dans la métacognition, c'est quand l'enseignant, dans un contexte donné, met une espèce de lumière sur sa propre pensée, qui dit, moi, dans cette situation, voilà, en tant qu'être humain, comment je fonctionne.
et voilà ma stratégie, et voilà pourquoi j'utilise cette stratégie, et voilà pourquoi elle est pertinente, c'est pertinent d'utiliser cette stratégie. Et ça fait partie effectivement de l'étayage nécessaire du développement de la métacognition des élèves. Ça, pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas d'IA qui font ça. Eh bien, il y a une question de Pierre-Luc. Mais avant de poser la question, Pierre-Luc, qui est également informaticien, il y a des psychologues présents, mais ils sont euh, à haute voix silencieux. Donc, j'invite des questions aussi des psychologues. Pierre-Luc, vas-y. Oui, merci pour cette super présentation. Je suis arrivé un peu en retard, j'avais une rencontre, donc désolé s'il y a certains éléments qui ont déjà été adressés. Je trouve ça très intéressant, l'idée de ce module, ce système 3. Et j'aimerais juste, c'est pas tant une question qu'un commentaire et vous entendre un peu là-dessus. Sous quelle forme ça prend exactement, là? Parce que de ce que je comprends au fil des discussions, c'est s'il s'agit d'avoir finalement un système prompt déjà préprogrammé là, avant d'entamer une tâche qui permettrait d'orienter l'LLM vers les intentions finalement de la personne avec qui il y a une interaction. Parce que tantôt, et c'était très intéressant, l'idée que certaines personnes sont mieux, comment dire, mieux équipées pour faire des bons systèmes, des bons prompts. Et, mais la proposition d'ajouter un module métacognitif ici, c'est d'orienter, de détecter quand le prompt n'est pas adéquat en lien avec l'intention derrière la personne. Il faut finalement ajouter des systèmes prompts spécifiques aux tâches, là, si je comprends bien. Si, ouais. Ben ça, je ne sais pas, parce que ça c'est vraiment pas mon domaine d'expertise. Je ne saurais pas forcément ce qu'il faut exactement faire. Mais par contre, ce que je pense que ce qui se passe dans l'interaction humaine, pour revenir à la question qui était posée précédemment et faire le lien avec votre question, c'est que précisément, on, on a des contextes dans lesquels on sait quelles sont les intentions des individus, notamment dans des contextes d'apprentissage. Et en fait, dans cette situation-là, un LLM devrait pouvoir, s'il avait un système métacognitif, se rendre compte que la question, elle ne peut pas être la question qui lui est posée. C'est-à-dire qu'il devrait pouvoir corriger en temps réel, finalement, le fait que la question, c'est pas à quoi ça ressemble, c'est pourquoi ça ressemble à ça. Et ça, un système métacognitif humain, il est capable de le faire. C'est bien parce que je suis capable, finalement, d'avoir une certaine forme d'autoréflexivité par rapport à mes apprentissages et par rapport aux situations d'apprentissage que je suis capable, même si la question ne m'a pas été bien posée, pour en revenir à ce que disait votre collègue, de pouvoir ajuster en fait la réponse qu'on donne. Et pour l'instant, les LLM, elles n'arrivent pas à faire ça parce qu'elles n'ont pas ce troisième système de pensée qui est un système qui en fait s'enrichit des erreurs qu'on peut faire. C'est-à-dire que en fait, on sait le faire nous maintenant, mais pas parce qu'on savait le faire in extenso. C'est parce qu'en fait, au cours de nos apprentissages, on a eu des renforcements positifs ou négatifs dans un certain nombre de situations qui fait que on a développé finalement des capacités dans un certain nombre de contextes, notamment en lien, alors je n'ai pas pu tout vous présenter, mais notamment en lien avec les émotions, de corriger finalement ce type de réponse de premier système de pensée pour réengager notre système 3. Et tout ça, c'est notre troisième système de pensée qui intègre toutes ces informations, qui sont des informations méta sur la situation d'apprentissage en tant que telle. Et si je pourrais rebondir une dernière fois, puis ça, je vous laisse faire le reste de la présentation sur les deepfakes et tout. Est-ce qu'il y aurait lieu euh, de- comment dire, je vais remettre en contexte, j'ai une étude en ce moment justement sur l'interaction humain-IA, mais dans un processus créatif, dans lequel on invite les gens à utiliser le ChatGPT, là, qu'on a incorporé dans un questionnaire en ligne, et on a mis un système prompt dans c'est pour un peu annoncer c'est quoi l'objectif de la tâche au LLM, là, pour pas qu'ils disent n'importe quoi. Et on s'est rendu compte que les gens utilisent, juste en regardant très brièvement les discussions, les gens sont assez bons pour utiliser, faire des prompts, mais je crois que c'est beaucoup à cause qu'ils sont bien orientés par l'IA qui connaît le contexte de la tâche. Et là, je me demande s'il y aurait lieu d'essayer je sais pas, c'est plus une réflexion euh, tu sais, on sait que la métacognition est composée de plusieurs, dont le contrôle métacognitif, le monitorage, etc. Je ne sais pas s'il y aurait lieu de- d'essayer de simplement
annoncer au LLM dans un contexte d'une tâche, ses différentes stratégies, les différentes choses. Par exemple, la personne elle dit une idée, puis as-tu pensé évaluer si cette idée-là, ou elle correspond aux attentes, ou etc. Refléter peut-être des stratégies métacognitives comme ça. Est-ce que ça serait quelque chose de. Est-ce que c'est de ça qu'on parle un peu? Ou... Bah, je pense que ce serait en tout cas une très belle expérience à faire de savoir si on prompte le LLM avec ce type de connaissances, est-ce qu'il est capable effectivement de s'engager dans ce cadre-là de façon plus pertinente avec un agent humain pour effectivement que les prompts deviennent plus efficaces. Je pense que ce serait une super expérience à faire. La réponse est que je ne sais pas si ça a déjà été fait, mais ça serait hyper intéressant à faire et peut-être de lui donner plus de contexte sur la tâche en elle-même, de telle manière à ce que finalement, dans ce contexte-là, ils puissent opérer de façon pertinente. Mhm. Merci. Très, très intéressant. Merci. Alors, enlève ta main, s'il te plaît, Pierre-Luc. Merci. Maintenant, je ne sais pas si tu as, terminé ton exposé. Moi aussi, j'ai les deux questions. Est-ce que tu veux à quelques moments pour continuer? Je peux juste continuer sur deux, trois points. Je vais aller très vite. Je vais sélectionner deux, trois slides de la fin de ma présentation. Puis après, comme ça, j'ai dit beaucoup de choses déjà que je voulais dire dans ce contexte-là. Je vais juste vous montrer comment ça joue aussi sur la question de la pensée critique et notamment sur la question et la problématique des deepfakes. Et puis après, je laisse ça complètement ouvert. Si ça vous va, hein, je Oui, peux aussi oui. m'arrêter là. C'est comme vous préférez. Euh, alors, ma question, donc tu n'as pas besoin de ces secondes qui restent. Non, comme tu veux. OK, Je m'adapte OK. à toi. Laisse-moi poser mes questions. Je vais faire Très bien. semblant d'être psychologue, ce que je suis, soi-disant. Je vais poser la question des développementalistes d'abord. Ils ont déjà posé à propos des calculatrices à l'époque, est-ce que ça va inhiber ou couper des capacités potentielles des enfants de les télécharger sur une autre entité? Ça, c'est la première question. Euh, Pas pour le calcul, mais pour la pensée. Non, ma réponse est que ça nécessite, ça change la pensée humaine potentiellement, mais pour l'instant, on n'a pas forcément de données probantes là-dessus. Il faut être très clair, ça ne change pas à l'échelle d'une génération à une autre la structuration de notre cerveau. On sait que le temps phylogénétique n'est pas le temps ontogénétique, le temps de l'espèce n'est pas le temps du développement humain. Euh, que ça peut poser des questions effectivement sur le fait que on transférerait à la machine notre capacité à produire des réponses. Et c'est ce qu'on disait hier en conclusion des tables rondes qu'on avait eues. Peut-être qu'effectivement, il y a une chose qui change, pas tant dans la pensée humaine, mais dans notre rapport à l'apprentissage, qui est la question de savoir poser les bonnes questions. Mais en fait, c'est pas nouveau. Je veux dire, les philosophes grecs le disaient déjà. Le véritable enjeu de l'apprentissage, c'est d'apprendre à se poser les bonnes questions. Finalement, on est toujours dans une recherche dans laquelle la réponse, elle est toujours que une étape. Il y a une espèce de continuité qui est une continuité illusoire. C'est-à-dire qu'en fait, elle est faite de ruptures dans nos questionnements successifs et je crois que ce que développent potentiellement ces IA génératives, ces LLM, c'est de prendre conscience à quel point la façon dont on pose des questions va engendrer des réponses différenciées. Et en corollaire, paradoxalement, c'est que ça replace le langage, et notamment le langage écrit, comme une compétence absolument nécessaire à l'intelligence humaine en interaction avec des machines comme les LLM. Et ça, enfin, je pense qu'on ne l'avait pas forcément anticipé. Alors, je veux bien poser les bonnes questions. C'est une aptitude à développer, oui, et c'est important dans l'apprentissage. Mais jusqu'à un certain point, on veut créer des têtes qui font et pas qui interrogent. C'est vrai qu'ils s'interrogent en faisant, mais dans le cas du doute concernant la calculatrice, c'est que s'ils ne peuvent plus faire le calcul à main ou mentalement, est-ce qu'ils vont pouvoir faire des contributions dans ce domaine
pouvaient faire avant quand ils voulaient. La même chose pour l'écriture et pour les belles lettres. Maintenant, je pose la question pour l'intelligence créative et active. Est-ce que Euh, je, ça risque? Moi, je peux raisonner par l'absurde. La calculette est là et on a encore des médailles Fields qui font des découvertes absolument extraordinaires en mathématiques. Et on n'en est plus au temps où l'enjeu, c'était la computation et de faire des computations. Moi, je crois au contraire que, on va progressivement découvrir des choses encore plus extraordinaires parce que précisément, on aura des systèmes artificiels qui ne viendront pas supplanter la pensée humaine, mais au contraire l'étayer dans sa recherche et dans sa recherche de découverte. Et encore une fois, l'idée, c'est que de toute façon, ces LLM, ce qu'elles mettent, et ces IA, ce qu'elles mettent, je dirais, en cause aussi, c'est notre capacité à exercer une pensée critique sur ce qu'elles produisent. Ça ne changera jamais. C'est-à-dire que ça va être de plus en plus évident qu'il va falloir avoir un certain nombre de connaissances pour pouvoir penser de façon critique ce que produisent ces systèmes artificiels. Et que finalement, ce que ça interroge pour l'école, c'est qu'effectivement, on est au bout de nos systèmes éducatifs comme on les connaît. Ça, c'est une réalité qui est partagée par un très grand nombre de personnes. Si on continue à penser la pensée humaine, la transmission des outils culturels comme on la pense aujourd'hui, avec une école qui est une espèce de sanctuaire complètement isolé du reste de la société, alors on va collectivement dans le mur. C'est sûr qu'il faut apprendre des choses complètement différentes aujourd'hui qu'au 19e siècle et que donc l'école doit penser effectivement très différemment les choses. Et c'est pas, enfin, et je veux dire, c'est un enjeu. Je pense qu'aujourd'hui, si l'école française ou l'école québécoise ou l'école canadienne ne se pose pas la question à un moment de savoir comment on enseigne très explicitement comment utiliser les IA et notamment les IA génératives aux élèves, c'est-à-dire pas apprendre à les coder, c'est pas l'enjeu. C'est comment apprendre à les utiliser intelligemment, en exerçant un sens critique sur ce qu'elles produisent et en ayant conscience de toutes les problématiques qu'elles posent d'un point de vue éthique mais aussi d'un point de vue environnemental. C'est ça aujourd'hui un des enjeux de l'école. C'est pas le seul, mais ça en fait partie. Et moi, je ne crois pas du tout à la version un peu décliniste du développement en disant bah, ils vont forcément devenir moins intelligents. Déjà, ce n'est pas ce qu'on observe. C'est-à-dire que si vous regardez, par exemple, l'évolution de l'intelligence dans les tests d'intelligence, ça continue à progresser d'une génération à une autre, à part dans certains pays où ça atteint une asymptote. Mais en tout cas, en Europe, ça continue à augmenter. Donc, il n'y a pas, je dirais, il n'y a pas péril dans la demande, demeure pour le moment. Et passons à l'évaluation. Est-ce que tu as des réflexions là-dessus et à tous les niveaux? Je ne parle pas juste des scolaires, mais aussi au niveau de l'université et même l'évaluation de la qualité de recherche avec ce collaborateur à côté, le collaborateur d'IMA. Est-ce que l'évaluation est compromise? Ah ben, j'espère qu'en tout cas, ça remettra définitivement en cause l'évaluation sommative. C'est-à-dire que si l'IA générative peut aboutir à ça, alors je pense qu'on aura tous, qu'elle aura contribué finalement à faire changer nos systèmes éducatifs dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on sait toutes et tous que ce qui ne fonctionne pas, ce qui est un des premiers générateurs d'inégalités dans notre école, c'est l'évaluation sommative, c'est l'idée des tests, c'est l'idée des évaluations standardisé pour tous les élèves en même temps. C'est le retour finalement aux élèves de notes qui entraînent de la comparaison sociale, donc du stress dans les apprentissages, donc des effets sur la qualité des apprentissages. Si les IA ont ce bénéfice-là, alors j'applaudis des deux mains parce que c'est fantastique qu'elles puissent nous faire collectivement travailler autrement la question de l'évaluation. Il y a une telle problématique de l'évaluation sommative dans nos systèmes éducatifs que si l'IA contribue à ça, c'est fantastique. Et d'autre part, l'IA, ça permet aussi de faire des choses extrêmement pertinentes et intéressantes en termes d'évaluation. On peut l'utiliser comme finalement un module de questionnement socratique et ça marche très bien pour faire de l'évaluation des connaissances réelles des apprenants sans avoir à être mis dans une situation de stress que constitue l'évaluation papier-crayon où on est dans la comparaison et dans la compétition avec ses pairs. Très bien.
J'aurais une dernière question et pendant que je pose ma dernière question, les autres réfléchissaient. Ah, voilà, il y a Jamie. Vas-y, vas-y, Jamie. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. C'est fascinant et les discussions sont très engageantes aussi. J'abonde dans votre sens au niveau de voir les technologies comme étant une très bonne nouvelle pour le développement et je ne suis pas du tout dans le défaitisme ou la vision négative là, que ça rendra les enfants paresseux, etc., notamment au niveau de la calculatrice ou d'Internet. Je les vois, ces technologies-là, comme étant une très bonne nouvelle puisqu'elles permettent un cognitive offload qui laisse place au développement de fonctions cognitives supérieures. Avec les IA génératives et leur développement, je me questionne par contre, euh, est-ce que la technologie peut devenir tellement complexe qu'elle nous rattrape et qu'il reste de moins en moins de place à ces fonctions cognitives supérieures qu'on développe chez l'enfant ou chez l'adulte? Est-ce que la technologie peut devenir trop grande au niveau de l'offload ou non? Comment vous voyez ça? Eh ben, je ne sais pas vous répondre. Moi, une des réponses que je fais, c'est que je pense que collectivement, vous avez raison, il y a la première question qui est une question, je dirais, cognitive que vous posez, c'est ça diminue finalement l'engagement de nos ressources cognitives dans une situation donnée, et on peut se dire que c'est intéressant jusqu'à un certain point, mais que si finalement on fait plus aucun effort cognitif, ben, c'est aussi un enjeu des apprentissages, c'est finalement de pouvoir engager de l'effort cognitif, parce que c'est ce que nous demande finalement des procédures d'analyse extrêmement rigoureuses de situation, cette capacité à suivre des procédures. Euh, c'est donc effectivement une vraie question de savoir jusqu'où on va, comment on les utilise de façon pertinente dans un certain nombre de situations. Je pense que les technologies de l'éducation, elles sont intéressantes pour tout ce qui relève finalement de faire du drills, de répéter indéfiniment des choses très automatiques pour automatiser des procédures. Moi, je trouve que c'est très bien d'utiliser des ordinateurs parce que ça sert à rien de le faire en classe, ça prend du temps à tout le monde et qu'en fait, ce qu'il faut réussir à développer chez les apprenants, c'est leur capacité d'autoréflexivité et de réflexivité par rapport aux situations. Donc, s'ils apprennent plus vite des trucs type les tables de multiplication, tant mieux, ça permet de faire des choses plus complexes, plus créatives avec les élèves. Après, je crois qu'il faut qu'on regarde autre chose, c'est que ces IA, pour l'instant, elles nous concurrencent d'un point de vue cognitif, mais pas du tout d'un point de vue socio-émotionnel. Et je pense que là, il y a une question collective finalement à dire, bah, finalement, ces IA, elles ont une particularité, c'est qu'elles sont en train, si on prend de façon sociétale ce qu'elles impactent, elles sont en train, pour la première fois de l'histoire, de remplacer du travail qualifié. C'est pas rien. C'est la première fois de l'histoire où on est en train de faire disparaître des postes de gens qui ont des diplômes très élevés. Des clercs de notaire, des analystes financiers et des choses comme ça. Alors, c'est sûr que ça crée une réaction du système. Là, tout le monde commence à dire, ah oula, c'est terrible l'automatisation et ainsi de suite. Mais je pense qu'on peut le prendre de façon très différente et se dire, ben, en fait, l'enjeu, c'est peut-être de se dire que ce qu'il faut développer à ce moment-là chez les êtres humains et chez les élèves en particulier, c'est précisément tout ce qui n'est pas substituable par les IA. Je ne dis pas qu'il faut tout substituer par les IA, mais notre pensée critique, elle ne doit pas être substituée, elle ne doit pas être déléguée aux IA. Notre capacité à autoréguler nos comportements, elle ne doit pas être substituée aux IA. Notre capacité à coopérer, collaborer, elle ne doit pas être substituée, elle n'est pas substituable par les IA. Donc je crois qu'il faut qu'on réfléchisse collectivement à se dire, bah, finalement, ces champs de compétences qu'on appelle les compétences socio-émotionnelles, pour faire vite, hein, celles-là, elles ne sont pas substituables par les IA et ce sera donc des compétences qui seront de plus en plus nécessaires dans nos sociétés humaines. Et donc l'école, elle doit avoir effectivement comme enjeu de pouvoir développer ces compétences-là. Enfin, l'école, enfin, l'alliance éducative au sens large, hein, j'entends, pas que l'école. Merci. Très bien. Alors, dernier appel aux deux auditoires. Sinon, je voudrais remercier Grégoire Bors d'avoir fait le voyage très rapidement, sans décalage horaire, de Paris à Montréal. Et puis, si tu es d'accord, on voudrait mettre la vidéo sur l'archive du DIC. Bien sûr, avec plaisir. Alors, merci. Ah, il y a quand même Mathieu. Donc, Grégoire avait pas dit tantôt qu'il voulait présenter deux autres slides sur le deepfake aussi. Pardon? Il n'y avait pas. Enfin,
Grégoire, vous n'avez pas aussi dit qu'il lui restait des slides à présenter? Je t'invite à faire des slides que tu n'as pas. On a encore un peu de temps. Si bon, on a 5 minutes, je vous présente l'autre partie de ce que je voulais vous dire aujourd'hui, mais ça n'a pas d'importance. Mais simplement pour vous dire que tout ce que je vous ai dit finalement sur la question de ce troisième système de pensée, cette capacité d'arbitrage entre nos automatismes de pensée et notre pensée analytique et délibérative, elle joue évidemment à plein sur notre capacité finalement à exercer une pensée critique par rapport aux informations que nous observons dans notre environnement informationnel et notamment sur les réseaux sociaux que nous utilisons et que les adolescents utilisent avec l'idée qu'effectivement, les IA génératives, elles sont capables de créer des deepfakes de façon quasiment à dose industrielle et que donc ça questionne notre rapport au réel et à l'information. Et donc, au laboratoire, on essaie de comprendre finalement la problématique de notre capacité de prise d'information sur les réseaux sociaux avec cette question justement de savoir comment elle se développe chez les adolescents et à quoi est dû finalement le développement de ces capacités progressives à discerner les vraies des fausses informations. Donc, je vais aller très vite. J'avais plein de choses à vous dire, mais ce n'est pas grave. Mais globalement, ce qu'on essaye de faire au laboratoire, sur la base de recherches qui ont été faites chez les adultes, qui montrent que globalement, notre capacité à discerner les vraies des fausses informations, elle relève d'une part de notre polarisation, c'est-à-dire qu'on est tous polarisés sur des grandes questions politiques, sociétales, et que globalement, quand les informations sont cohérentes avec nos croyances, on a tendance à considérer qu'elles sont vraies. Quand elles sont en contradiction avec nos croyances, on a tendance à croire qu'elles sont fausses. Pour autant, les individus qui ont les meilleures capacités, système 3, on va dire, cette capacité à résister, à inhiber des biais de raisonnement pour engager une pensée analytique et délibérative, sont ceux qui sont les plus à même, indépendamment de leur polarisation politique, de pouvoir engager finalement une meilleure capacité de discernement de l'information entre les vraies et les fausses informations, a fortiori quand c'est des deepfakes. Et ce qu'on a montré, c'est qu'on a monté tout un projet de recherche pour essayer de tester chez les adolescents leur capacité progressive à juger de la véracité des vraies et des fausses informations. Donc là, globalement, ce qu'on fait, c'est qu'on a des posts Instagram ou Facebook, on présente quelques lignes de texte, une image, et on demande sur une échelle de 1 à 4 de déterminer à quel point l'information qui est présentée est vraie ou fausse. S'ils disent 1, ça veut dire qu'ils considèrent que l'information est fausse. S'ils disent 4, c'est qu'ils sont très sûrs que l'information est vraie. Et s'ils scorent entre 1 et 4, c'est qu'ils sont plus ou moins convaincus que l'information est vraie ou fausse. Et globalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé des élèves de 9-10 ans, 10-11 ans, 11-12 ans, 12-13 ans, et puis des adultes. Et on a regardé la moyenne des scores qu'ils donnaient pour les vraies informations ici en bleu et la moyenne des scores qu'ils attribuaient aux fausses informations qu'on allait identifier sur des sites de fact-checking en orange. Et ce qu'on voit, c'est qu'en sixième, ils n'ont pas la capacité, ils ne distinguent pas du point de vue de leur scoring des notes qu'ils attribuent à la véracité des informations, ils n'arrivent pas à distinguer les vraies des fausses informations. Et puis, ça se met en place progressivement au cours de l'adolescence. Ils deviennent de plus en plus efficaces pour discerner les vraies des fausses informations. Et ce qui est intéressant, c'est que cette capacité progressive à discerner les vraies des fausses informations, elle est en très grande partie, ou en tout cas, elle est en partie expliquée par leur capacité progressive à être en mesure d'inhiber des biais de raisonnement dans des contextes qui sont des contextes dans lesquels on observe énormément d'erreurs de raisonnement logique. Donc, ça veut dire en corollaire que si on veut développer la pensée critique des adolescents, justement en interaction avec des IA génératives qui potentiellement peuvent produire des réponses erronées, générer des fausses informations et renforcer un certain nombre de stéréotypes, peut-être qu'un des enjeux, c'est de développer ces compétences-là. Je vais vous passer tout ce qu'on a fait par ailleurs. Et globalement, ce qu'on a essayé de mettre en place depuis quelques années, c'est de la recherche participative et collaborative dans laquelle on fait participer des enseignants à créer différents types de matériel pédagogique à utiliser en classe pour pouvoir ensuite faire de l'évaluation de l'efficacité de différentes séquences pédagogiques. Et ici, globalement, ce qu'on a comparé, c'est des séquences qui sont uniquement dédiées à l'éducation aux médias à l'information. Donc, en gros, on explique qu'il faut faire attention à la source des informations, il faut faire attention à l'auteur d'une information, s'il y a une incongruence entre le texte et l'image, et ainsi de suite. Et dans un deuxième type d'intervention qui a été utilisé dans une autre moitié des classes, les enseignants déroulaient une séquence dans laquelle on faisait prendre conscience aux élèves
des biais, c'est-à-dire des risques qu'ils ont d'engager le système 1 quand ils essayent de raisonner sur la véracité des informations. Ensuite, on a évalué leur capacité de discernement de l'information avant, après, quelques semaines après l'intervention. Et globalement, bon, ça c'est juste pour vous montrer le matériel, mais bon, peu importe. On explique ce que c'est que le troisième système de pensée. Et en gros, on l'applique à la question de la désinformation. Et ce qu'on montre globalement, c'est que ça fonctionne, mais de façon assez relative. C'est-à-dire que ça permet de développer un peu la capacité à discerner les vraies des fausses informations, mais ça fonctionne uniquement juste après l'intervention. Quelques semaines après, l'effet a disparu, mais ça marche quand même beaucoup mieux que des interventions qui n'insistent que sur les questions liées à la source, liées à l'auteur ou à la problématique des incongruences qu'on peut trouver dans le texte. Donc, on continue à faire de la recherche là-dessus pour essayer de voir si on peut améliorer la procédure. Et puis, je voulais simplement vous dire que ce qu'on a montré quand même, c'est que la capacité progressive à raisonner de façon plus logique dans un certain nombre de contextes entre avant et après l'intervention explique en partie l'augmentation des capacités de discernement des fausses informations par rapport aux vraies informations. Donc, il semble bien qu'un des enjeux d'un point de vue éducatif, c'est bien de développer la pensée critique et notamment cette capacité à engager son système 3 quand le système 1 se déclenche de façon un peu irrépressible, notamment dans des situations informationnelles. Et puis, la dernière chose que je voulais vous présenter, c'est cette étude que je trouve extrêmement intéressante qui, finalement, pose la question de savoir est-ce qu'on ne pourrait pas aussi utiliser les IA génératives et notamment les LLM comme une façon de déconstruire l'adhésion aux théories complotistes des individus. Et donc ça, c'est une publication qui vient de sortir dans Science qui montre que quand on fait interagir des agents humains avec des agents virtuels et des intelligences artificielles et notamment des LLM, on peut d'une part finalement définir avec eux exactement ce qui constitue les fondements de leur adhésion à certaines théories complotistes, mais surtout quand ensuite on engage l'IA générative, les LLM avec l'agent humain pour débattre autour de cette théorie complotiste, on arrive à diminuer l'adhésion aux théories complotistes des agents humains avec des effets qui sont de l'ordre de diminution de 20% à l'adhésion de ces théories complotistes qui se maintiennent jusqu'à 2 mois après l'utilisation de ces LLM pour déconstruire l'adhésion aux théories complotistes. Donc on voit que ces IA, on peut aussi finalement les utiliser comme un moyen de déconstruire des millefeuilles argumentatifs qui font que les gens adhèrent à un certain nombre de théories complotistes. Et ça fonctionne sans doute probablement beaucoup mieux que quand on a une interaction entre deux agents humains, notamment parce que les agents humains ne considèrent pas que les IA ont nécessairement l'intention de faire changer nos croyances au bénéfice de faire adhérer à ses propres croyances. Et donc, je voulais juste vous laisser là-dessus parce que je trouve que c'est intéressant de montrer aussi comme ces IA génératives peuvent être aussi une partie de la solution aux problèmes qu'elles créent, notamment de génération de deepfakes ou de théories complotistes sur un certain nombre de domaines. Et voilà, je voulais juste vous laisser sur l'ensemble des membres du laboratoire qui participent à créer et à diffuser ces connaissances. Et notamment en rouge, vous avez Mathieu Cassotti, Maria Gadzi, Steven Yi et Marine Lemaire, qui sont les gens qui travaillent sur la question notamment de la désinformation et de l'adhésion aux théories complotistes chez les adolescents. Voilà, merci beaucoup. J'en ai fini sur cette dernière partie que je voulais quand même vous présenter. Merci Grégoire. Et c'est méchant. Ah, il y a quand même. C'est méchant de donner ça quand il ne reste qu'une minute pour les questions. Quelqu'un a vite levé la main et puis enlevé. Mais ça garantit que le trajet convenable que tu as fait à Montréal pourra se répéter sous peu. Merci beaucoup, Avec grand plaisir. Grégoire. J'essaierai de venir en personne, c'est quand même plus drôle.